Donc, en direct de Moscou, c'est avec plaisir que je reçois Monsieur Xavier Moreau. Bonjour, Monsieur Moreau, puis merci surtout d'avoir accepté l'invitation. Bonjour, merci pour votre invitation. C'est un privilège, ainsi qu'à moi-même et tous mes auditeurs, de vous recevoir sur ma tribune aujourd'hui et de pouvoir discuter de sujets chauds de l'actualité et de la situation géopolitique actuelle dans le monde, mais surtout ce qui est en lien avec la Russie, puisque vous demeurez en Russie. Je suis persuadé que mes auditeurs apprécieront notre conversation au cours de la prochaine heure et que, comme on dit au Québec, ils vont se coucher moins niaiseux. Avant de débuter, j'aimerais vraiment faire une petite mise en contexte et un retour dans le temps afin de comprendre c'est quoi la situation, puis c'est quoi qui se joue actuellement en Ukraine, parce que il y a beaucoup de perceptions, il y a beaucoup de fausses croyances. Les médias, bien évidemment, vont nous dire une certaine vérité, une certaine partie de l'histoire. D'ailleurs, elle a même évolué dans le temps. On se souviendra, en 2014-2015, déjà, les médias occidentaux parlaient de l'extrême droite, du nazisme même en Ukraine, alors que maintenant, ils l'occultent complètement. L'Occident accuse d'un côté la Russie de faire de la désinformation, alors que les services de renseignement d'un autre côté, comme la CIA et l'OTAN, sont pas assez maîtres dans l'art de la guerre à l'information. Depuis la chute du bloc communiste, l'Ukraine est au cœur d'une guerre géostratégique entre les puissances de l'Ouest, États-Unis, OTAN, et puis la Russie de l'autre. On peut penser à la Révolution orange en 2004, la crise parlementaire de 2008, la Révolution de Maïdan en 2014, suivie de ce qu'on a appelé la guerre russo-ukrainienne, le protocole de Minsk qui n'a pas été respecté, et enfin l'élection de l'acteur corrompu au cœur des Panama Papers, qui nous a amené jusqu'à l'opération spéciale de janvier 2022. Ma première question pour vous, M. Moreau, pour quelles raisons l'Ukraine est si importante d'un point de vue géostratégique, autant pour les États-Unis, autant que pour la Russie? Parce qu'on sent que la Russie, elle aussi, tient fermement à l'Ukraine. C'est quoi l'importance de l'Ukraine? Parce que nous, en tout cas, au Québec ou du Canada, lorsqu'on regarde ça, on se demande c'est quoi l'importance géostratégique de l'Ukraine pour les deux blocs? Juste une petite correction, ce sont les Pandora Papers qui incriminent, Zelensky et non pas les Panama Papers. C'est une petite Merci de la nuance. précision. Voilà, c'était donc effectivement à l'automne 2021, ce qui d'ailleurs a motivé Zelensky pour lancer le début de l'opération militaire qui devait lui permettre de reprendre les républiques, populaires de Donetsk et de Lugansk. Et en fait, oui, par le sujet avant tout, il est géostratégique et il est lié aux conceptions, on va dire anglo-saxonnes et surtout nord-américaines de la politique internationale. En fait, faut remonter au début du siècle. Il y a un géopoliticien anglais qui s'appelle Mackinder, et donc qui commence à sortir des concepts qui existent déjà plus ou moins, mais lui les affirme comme quoi, eh bien, l'île monde, c'est-à-dire en fait le continent eurasiatique plus l'Afrique, doit être contrôlé par les empires anglo-saxons, en l'occurrence. Et pour cela, il y a des zones qui doivent être contrôlées absolument pour empêcher précisément l'union du continent eurasiatique, puisqu'il estime, Mackinder, à juste titre, que l'essentiel de l'humanité, l'essentiel des ressources s'y trouve. Donc, il y a cette notion d'île-monde, et autour, vous avez des grandes îles, notamment l'Amérique, le Japon, etc. Donc je vais faire bref. Il est repris par quelqu'un de très influent au sein de l'administration américaine, donc ancien conseiller de Jimmy Carter, qui est Zbigniew Brzezinski, donc qui est un Américain d'origine polonaise, et qui publie un fameux document, donc un livre qui s'appelle en 97, qui s'appelle Le Grand Échiquier, qui reprend l'essentiel de ses conceptions, et lui reprend les conceptions de Mackinder. Et il reprend aussi l'idée de Mackinder, c'est-à-dire qu'il faut contrôler l'Europe de l'Est. Voilà, ça, c'est quelque chose d'extrêmement important pour empêcher la Russie d'être un empire, pour empêcher la Russie d'être européenne. Donc c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et pour contrôler l'Europe de l'Est, eh bien, il faut contrôler ce qu'il appelle des pivots, des zones pivots. Un pivot, c'est une zone qui vaut non pas par l'État qui la dirige, mais par sa position géographique. Et l'Ukraine permet l'accès donc à la mer Noire, et permet donc de contrôler, en principe, d'empêcher l'expansion de la Russie, puisque les Anglo-Saxons ont peur de la Russie parce que, eh bien, c'est un pays extrêmement riche, le plus vaste du monde. Et si jamais la Russie était en paix, c'est des énoncés qu'ils énoncent de cette manière, hein. Si la Russie était en paix, en fait, elle dominerait le monde.
par sa puissance économique, humaine, etc., etc. Donc ça, c'est des conceptions, hein, qui, malgré tout, datent, donc, on va dire, des années 90. Donc l'Amérique a gagné la guerre froide, on peut le dire. Et donc, en fait, les élites américaines s'interrogent sur la manière de conserver cette puissance. Et à l'époque, on ne voit pas encore remonter la Chine. La Chine n'en est qu'au début. Deng Xiaoping, ses réformes démarrent en 79. Donc on n'en est qu'au début, hein. En 99, le PIB de la Chine, c'est 1 000 milliards de dollars. C'est pas grand-chose. Aujourd'hui, en parité de pouvoir d'achat, c'est 23 000 milliards de dollars, je crois. C'est énorme. Donc aujourd'hui, donc à l'époque, en fait, la préoccupation principale, c'est la Russie. Et donc ces concepts, pour cette nécessité de contrôler le pivot ukrainien, est un effet majeur de la politique américaine, anglo-saxonne en général et américaine en particulier. Et donc, et c'est ce qui se passe, donc là aussi, j'ai essayé de le faire court. Donc, dès le début des années 90, dès la fin de l'URSS, donc l'Ukraine devient indépendante. Et à ce moment-là, l'influence américaine va s'appliquer sur l'Ukraine pour, essayer de la séparer de la Russie, ce qui est compliqué parce qu'en fait, les Ukrainiens sont des Russes pour la plupart, et donc en soutenant les mouvements les plus, y compris les plus radicaux, dont vous parliez dans votre introduction, ce qui donne la première révolution orange donc en 2004, et puis ensuite le Maïdan en 2014, 10 ans après, et jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est un processus, c'est fondamental, hein, de comprendre la géopolitique américaine. Il faut comprendre ça. C'est une obsession qui d'ailleurs, à mon avis, se justifie pas, hein. Je ne fais qu'énoncer la doctrine américaine. Ouais. Pour moi, ces visions déterministes géographiques, c'est une pseudo-science. Pour moi, à la base, maintenant le terme a été vulgarisé, mais à la base, la géopolitique, qu'elle soit anglo-saxonne ou germanique, avec la notion de l'espace vital, de Haushofer, tout ça, c'est cette espèce de déterminisme géographique, pour moi, ne se justifie pas. Mais le problème, c'est qu'aux États-Unis, ils y croient. Brzezinski fait un discours au lendemain de la réunification de la Crimée. Et là, il explique en fait, il indique ce qu'il va falloir faire contre la Russie, et notamment organiser la défense de l'Ukraine en s'appuyant sur les villes Ouais. pour épuiser l'armée russe. Voilà. J'aimerais y aller. Bon, on va parler des différentes révolutions des couleurs, qu'il y a eu le printemps arabe, puis tout ça. Donc, on pourrait dire presque en 2004, c'était presque une des premières révolutions des couleurs. Mais avant d'y aller avec ça, j'ai une question parce que pourquoi disons, bon, on le sait, il y a eu la guerre froide. On le sait que, bon, entre la Russie communiste de l'époque et puis les Américains, il y avait une haine, un combat, une guerre idéologique. Mais pourquoi encore aujourd'hui, on va dire principalement plus les démocrates que les républicains, quoique le deep state, c'est les deux côtés, hein, c'est les deux têtes de la même bête. Mais pourquoi les démocrates particulièrement détestent autant la Russie? Parce qu'on le voit justement avec Brzezinski, lui qui était, justement, c'est eux qui ont créé les Moudjahidines pour chasser les Russes d'Afghanistan à l'époque. Mais bon, on peut comprendre, à l'époque, il y avait le communisme, il y avait la guerre froide. Mais pourquoi encore aujourd'hui? Parce que lorsqu'on regarde la campagne électorale de 2016, les démocrates, toujours, la Russie. Donald Trump dit souvent Russia, Russia, Russia. Pour quelle raison, selon vous, encore aujourd'hui, il y a ces tensions-là? Mais pourquoi, même après la perte, finalement, la fin du communisme, lorsque le mur est tombé, pourquoi que principalement les démocrates détestent autant la Russie, selon vous? Alors je pense qu'essentiellement, il y a une opposition aux États-Unis. Alors je connais moins bien, j'imagine que vous, la politique aux États-Unis, mais je dirais qu'il y a un courant impérialiste ou néo-impérialiste, et il y a un courant isolationniste qu'on peut imaginer représenté par Trump, c'est-à-dire qu'il considère que les États-Unis ont de gros problèmes internes, des problèmes directs de sécurité avec l'immigration, et que c'est ça dont il faut s'occuper. Et que Washington doit cesser de dépenser des centaines de milliards de dollars pour en fait continuer sa politique impériale partout dans le monde, que les États-Unis n'ont plus les moyens d'avoir cette politique impériale, avec précisément en plus l'apparition de nouveaux concurrents économiques comme la Chine, mais bientôt l'Inde, bientôt ce qu'on appelle le Sud global. Donc du côté démocrate, en fait, à part, je dirais, du côté de la gauche américaine, à part quelques vraiment minorités des intellectuels donc, qui s'opposent à l'impérialisme, la plupart, en fait, assument complètement cette position impériale et considèrent qu'il y a une destinée manifeste, un rôle
particulier, idéologique, que d'espèce de messianisme américain qui est lié, je pense d'ailleurs à la fondation des États-Unis par les migrants donc qui débarquaient d'Angleterre, les pères pèlerins. Donc, je pense que ça a profondément marqué la gauche américaine. Et effectivement, cet impérialisme dépasse le clivage gauche-droite, puisqu'il y a une bonne partie des élites américaines. Alors, moins maintenant, parce que je pense que les députés trumpistes, les membres de la Chambre des représentants trumpistes, les sénateurs trumpistes ont pris du poids depuis le dernier mandat de Donald Trump. Mais quand Donald Trump est arrivé en 2016, il était mis. En fait, sa position isolationniste était minoritaire au sein du parti républicain. On va voir ce que ça va donner s'il est réélu. Donc, il y a ça. Et ensuite, eh bien, la Russie est un concurrent. La Russie est un concurrent parce que c'est un pays extrêmement riche, et notamment dans le domaine des hydrocarbures, dans le domaine agricole. Et tout ça, évidemment, c'est tout à fait inacceptable pour Washington. En fait, aujourd'hui, enfin, le gaz de schiste est devenu autre chose qu'une bulle économique, parce que les prix ont augmenté partout sur la planète, parce que le Nord Stream 2 a sauté et qu'il y a des sanctions pour essayer de limiter les exportations de gaz russe. Ce qui a marché d'ailleurs en Europe. Alors la Russie gagne toujours autant d'argent parce que en fait, le gaz, elle vend moins de gaz mais plus cher, en tout cas les compagnies russes. Mais il y a évidemment la volonté de voir la Russie comme un rival économique, et aussi le fait qu'il faut maintenir, donc toujours dans cette vision impérialiste, l'Europe sous l'hégémon américain. Et pour ça, il faut rendre l'Europe tributaire des États-Unis. Si jamais il se passe ce qui s'est passé jusqu'en 2022, c'est-à-dire que notamment l'industrie allemande est liée directement avec ce cordon ombilical énergétique à la Russie, elle est hyper performante, hyper compétitive parce qu'elle a une énergie pas chère. Or, un des objectifs de guerre américains, c'était clairement la destruction de l'économie européenne et le transfert, la réindustrialisation aux États-Unis par le transfert du potentiel industriel, principalement allemand, aux États-Unis. Et ça a commencé à se passer déjà à partir de 2022, et puis ça s'est accéléré en 2023. BASF, le géant de la chimie allemande, est passé aux États-Unis. Et il y a toute une liste d'entreprises qui commencent à y passer, à tel point d'ailleurs qu'on commence même du côté des démocrates chrétiens allemands à dire qu'il faudrait peut-être commencer à négocier avec la Russie. Donc voilà, ce sont des intérêts directs des États-Unis qui s'oppose aux intérêts des Européens. Mais comme l'Europe est vassalisée, c'est même plus d'ailleurs un vassal, c'est plutôt de l'esclavage quand on voit le rapport, eh bien en fait elle ne dit rien et elle se laisse comme ça manipuler. Donc c'est une doctrine, c'est même pas du containment, hein, c'est vraiment il faut refouler la Russie en dehors de l'Europe. C'est tout le sens Est-ce qu'on de peut la dire que politique américaine. est-ce qu'on peut dire que tout ça a véritablement débuté justement en 2004? On a entendu, il y a Victoria Nuland qui là a quitté finalement. Moi, au départ, quand elle a quitté, je me suis dit peut-être qu'il va y avoir enfin des négociations de paix, et puis c'était une condition sine qua non de la Russie de dire regarde, il n'y aura jamais possibilité de faire des négociations de paix tant qu'elle est là. Donc, elle était pas l'architecte, mais elle était quand même derrière les décisions géopolitiques des 15 dernières années en Ukraine. Donc, tout débute en 2004 avec la Révolution orange, qui était finalement un peu le début de toutes ces révolutions des couleurs dans le monde, qui était une stratégie des États-Unis pendant qu'eux faisaient la guerre impérialiste d'invasion en Irak, en Afghanistan, par la suite en Syrie. Ça a commencé, pour l'Ukraine, ça a commencé en 2004. Qu'est-ce qui est arrivé véritablement en 2004? On l'a vu, donc, des combats dans les rues, des snipers, près d'une guerre civile, mais encore une fois, on sait souvent tout ça est comme manipulé derrière les rideaux. En fait, on peut même remonter un peu avant. Pour moi, l'opération américaine, le projet Ukraine, il démarre dès la chute de l'Union soviétique. Ah oui, assurément. Puisque immédiatement, Washington est au chevet de Kiev, et on le voit notamment au moment de la crise de la Crimée en 1994. Puisque, en fait, au moment où l'URSS s'écroule, les Criméens, qui sont largement majoritairement russes, en fait, veulent être attachés à la Fédération de Russie. Ils ont été rattachés de manière arbitraire par Khrouchtchev en 1954 à la République socialiste soviétique d'Ukraine. Et donc les Criméens disent puisque tout le monde fait ce qu'il veut,
nous aussi, on veut être rattaché à la Fédération de Russie. Et là, donc il y a même le Parlement criméen vote une résolution d'indépendance. Et il y a un référendum qui est prévu à ce moment-là en 1994. Le problème pour les Criméens, c'est qu'à l'époque, c'est Boris Yeltsin qui est au président et son ministre des Affaires étrangères qui s'appelle Kozyrev, surnommé Monsieur Da, parce qu'il dit oui, il a tout le temps dit oui à ce que voulaient Oui. les Occidentaux. Il vit d'ailleurs aujourd'hui, aux États-Unis et il est au conseil d'administration d'une grande société pharmaceutique. Et en 2022, en 2014, il a dénoncé le rattachement de la Crimée. En 2022, il a dénoncé le début de l'opération spéciale. Donc, Kozyrev, c'était vraiment un agent américain. Et donc, finalement, alors que les Criméens allaient voter pour leur rattachement à la Russie, Washington obtient de Kozyrev et de Yeltsin qui disent non, 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 arrêtez tout. Finalement, le référendum est annulé. Mais la Crimée va avoir un statut spécial à l'intérieur de l'Ukraine, un statut d'autonomie qui va lui permettre d'ailleurs de prendre son indépendance très rapidement en 2014, quand enfin le référendum a eu lieu. Donc dès ce moment-là, en fait, on voit que l'action de Washington pour garantir à Kiev ces frontières soviétiques, en fait, l'activité américaine est extrêmement forte, parce qu'il y a des volontés également de rattachement des Russes du Donbass. Donc du bassin où il y a du Don, de toute cette zone qui s'appelle la Nouvelle-Russie, qui va de Odessa jusqu'à Kharkov. Là aussi, c'est pareil, ils ne se sentent pas du tout. L'Ukraine est une création totalement artificielle. On va parvenir jusqu'à l'origine. Les frontières en général, et ça, pas qu'en Ukraine. Donc là, ce que je comprends, c'est que l'Occident a également peur, finalement, d'un effet de contagion, d'entraînement, ou est-ce qu'il y a d'autres partis qui voudraient leur indépendance face à l'Ukraine, ou encore à d'autres territoires qui ont été découpés par des gens autour d'une table? Et il faut aussi voir que donc à l'époque, donc l'Ukraine, il va y avoir une scission en fait, de facto entre l'Ukraine de l'Ouest, l'Ukraine de centre et l'Ukraine du Sud-Est, en gros. Et donc une scission parce que en fait l'Ukraine du Sud-Est se considère comme russe, les Ukrainiens du Sud-Est se considèrent comme russes. L'Ukraine centrale attend de voir un peu qui est le plus fort et surtout est très attirée par l'Union européenne. Tout le monde regarde ce qui arrive à la Pologne, qui bénéficie des fonds structurels, et tout le monde rêve de ressembler à la Pologne. Et vous avez l'Ukraine de l'Ouest, donc qui est une mosaïque de peuples, dont la plupart d'ailleurs ont été des morceaux de territoire ont été pris par Staline à la Hongrie, à la Roumanie, à la Tchécoslovaquie et à la Pologne. Donc cette partie ouest où est né le nationalisme ukrainien, le bandérisme en fait. C'est de là que vient Stepan Bandera, Melnik, qui est, si vous voulez, Donc pour ceux qui ne savent pas, l'ancien SS qui a été applaudi. L'ancien SS qui a été applaudi, je crois. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, les bandéristes, c'est des gens qui ont combattu auprès de l'Allemagne nazie lors de la Deuxième Guerre mondiale et qui sont levés même oui, ce sont les héros. Des héros. Ce sont des héros en Ukraine. Ce sont les héros. Ils ont alors, par exemple, la rue, pendant la Deuxième Guerre mondiale, au début de l'invasion donc Barbarossa par les Allemands, il y a eu un massacre, essentiellement de Juifs. Je crois qu'il y a eu 30 000 Juifs. Il y avait des Polonais et des Russes également, mais surtout des Juifs, qui s'appellent Babi Yar. Et c'était à Kiev, en fait. C'était Kiev actuel. Et ils ont débaptisé, je crois qu'en plus c'était l'avenue de Moscou, donc ils l'ont débaptisé. Et donc la rue qui amène à Babi Yar s'appelle la rue Bandera. L'avenue Bandera. Et l'avenue qui amène à l'avenue Bandera qui va à Babi Yar s'appelle Chouchievitch. Donc, qui ont massacré, organisé le massacre des Juifs, etc., etc. Et donc, ce sont les héros officiels de l'Ukraine. Et le 6 juin 1944, pour eux, c'est pas une bonne nouvelle, si vous voulez, ce qui s'est passé. Donc, ce qui s'est passé, en fait, c'est que les Occidentaux, c'est-à-dire essentiellement, vous avez cité Victoria Nuland, en fait, ont voulu faire un coup d'État. Donc le premier a eu lieu en 2004. Donc les élections ont été contestées et finalement, comme Yanukovych n'a jamais été très courageux, il a abandonné le pouvoir à quelqu'un qui s'appelait Yushchenko, qui 5 ans après a perdu les élections de la belle manière. Et donc c'est Viktor Yanukovych cette fois qui a été élu. Et donc Viktor Yanukovych a été putché, au moment d'un coup d'État sur le Maïdan, a été démis
Et donc est arrivé d'abord le président Poroshenko et ensuite le président Zelensky. Pour arriver à faire ces révolutions, et ça on le voyait déjà en 2004, et on l'a vu encore plus en 2014, il faut des durs à cuire. Il faut des gens qui n'hésitent pas à affronter la police, il faut des gens qui n'hésitent pas à mourir et qui n'hésitent pas à tuer. Et ça, Évidemment généralement, que ben, c'est l'extrême droite. c'est soit l'extrême gauche, mais il n'y en avait pas en Ukraine, et l'extrême gauche, on va dire que c'est les communistes, ils sont plutôt pro-russes, soit l'extrême droite. Et donc ces gens-là ont été entraînés, instrumentalisés par Washington, c'est désormais documenté, prouvé, et ce sont eux qui sont allés faire le coup de poing déjà en 2004 et ensuite en 2014, et ensuite ils ont formé l'épine dorsale des unités de représailles. Parler, Azov, le Pravi Sector, c'est toujours un peu le même modèle. Par exemple, Pravi Sector, c'était des hooligans à la base, et secteur droit, en fait, ça veut dire c'est le secteur qu'ils occupaient dans le stade de foot. D'accord. Donc tous ces radicaux qui, en France, seraient, ou je pense, j'imagine au Québec ou au Canada, seraient dissous immédiatement, emprisonnés, et cetera, qui d'ailleurs reprennent, vous voyez, notamment le régiment Azov, il reprend le Volkswagen de la Das Reich. Ouais. Donc tous ces mouvements-là, évidemment, en France, seraient déjà interdits depuis longtemps. Mais en Ukraine, ça passe. Parce qu'il faut des durs à cuire, parce qu'il faut des gens qui tirent sur les soldats ukrainiens qui veulent se rendre ou qui veulent s'enfuir, et parce que finalement, le bandérisme est quelque chose de très artificiel. Et alors, le paradoxe des Occidentaux, c'est que vous avez d'un côté cette idéologie bandériste, parce qu'il faut des gros bras, et en même temps, vous avez du wokisme, et donc la Gay Pride à Kiev. Ouais. Évidemment, c'est ce que j'ai décrit dans mon livre, c'est-à-dire c'est à la fois Lady Gaga et Stepan Bandera, quoi, et c'est pas toujours compatible et ça fonctionne pas toujours, et ce qui fait que, Bon, bah, ce qui fait que on le voit un petit peu aujourd'hui, la même chose avec les Queer for Palestine. Donc, tu sais, le mouvement c'est ça. LGBT qui est à la défense du Hamas alors qu'il ne ferait pas long feu en Palestine. C'est Donc, c'est 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 complètement délirant. On voit ça notamment au sein de la France insoumise en France, ouais. où on a par exemple, je ne sais plus comment elle s'appelle cette militante, pro-palestinienne, assez jolie d'ailleurs, qui d'un côté soutient le Hamas et de l'autre côté, soutient l'adoption par des couples homosexuels d'enfants, et la procréation, la PMA sans père. Les mères porteuses, en fait. Là. Voilà, les mères porteuses pour les couples homosexuels. Donc en fait, aujourd'hui, en fait, c'est le problème d'ailleurs de l'Occident, que moi je qualifie l'Occident dégénéré, c'est que ça part dans tous les sens. Ouais. Ils contrôlent même plus le narratif Ouais. qui dit tout et n'importe quoi. Ça, cette guerre des valeurs, guerre spirituelle, guerre de la morale, j'aimerais y revenir, mais un petit peu plus tard. Donc là, 2014, autre coup d'État, on peut l'appeler presque comme ça, et puis conflit armé cette fois-ci, guerre, ce qu'on a appelé la guerre russo-ukrainienne, débute au début de l'année 2014, suivra ensuite de ça, donc l'accord de Minsk. On en a surtout entendu parler, en tout cas moi de mon point de vue, de mon côté, parce que bon, évidemment, la géopolitique, les guerres, ces choses-là, on est habitué, c'est loin de chez nous, en tout cas pour nous en Amérique. Et puis, mais l'accord de Minsk, si vous pouvez rapidement Oui. parler du déclencheur de la guerre en 2014, de l'accord de Minsk, en quoi elle consistait, et ensuite de ça, on en a beaucoup entendu parler avec Angela Merkel, entre autres, et puis c'était l'ancien président français. François Hollande. Oui, ben c'est ça qui nous disait finalement que l'accord de Minsk, c'était juste pour gagner du temps. Donc, ça a toujours été finalement un écran de fumée. Et puis, un écran de fumée qui a peut-être mis le feu aux poudres à ce niveau-là, parce qu'à un moment donné, Poutine a dit ben ça suffit. Donc, 2014, la guerre débute au début 2014, l'accord de Minsk. Si vous pouvez nous en parler pour que les gens Oui. comprennent en quoi ça consiste. Alors en fait, ce qui se passe donc juste après la révolution de Maïdan, c'est-à-dire que le pouvoir légal s'effondre en février, le 21 février, et à partir de là, une partie des peuples et la première décision qui est prise par le Parlement, c'est une interdiction du russe en tant que langue régionale. Donc finalement d'ailleurs ce vote a été annulé puisque le président Poroshenko, sous la pression des Occidentaux, a dit: «Non, non, il ne faut pas faire ça», parce que ça a été un des éléments déclencheurs, c'est-à-dire que notamment la Crimée,
immédiatement à proclamer son indépendance. Et c'était de manière tout à fait légale, puisque donc vous avez un pouvoir à Kiev qui n'est plus légal, et vous avez une assemblée, puisque suite à ce qui s'était passé en 1994, la Crimée avait son propre parlement, et dans ce parlement, sur 100 députés, il y avait exactement 100 députés, vous en aviez 2 qui devaient être loyalistes. Les autres, c'était soit le parti des régions du président Yanukovych, donc un parti pro-russe, soit quasiment, ou alors un parti comme celui du gouverneur actuel de la Crimée, Aksionov, qui était un parti irrédentiste pour se rattacher à la Russie. Et la Crimée, c'est une presqu'île, il y a 2 couloirs pour la rejoindre, c'est très facilement contrôlable militairement. Et en plus, à l'époque, déjà à l'époque, il y avait l'armée russe qui était sur le port de Sébastopol de manière tout à fait légale, puisqu'il y avait un accord avec Kiev Depuis depuis la chute de. 1994. Voilà, voilà. Et et qui avait en plus le droit de se déployer, le cas échéant, en cas de crise, en Crimée. Et donc, c'est ce qui se passe. Donc, vous n'avez plus de pouvoir légal à Kiev. Il n'y a pas de pouvoir légal à Kiev jusqu'en, on va dire, en mai, jusqu'à l'élection présidentielle, avec l'arrivée de Yushchenko et de Poroshenko, pardon. Et donc, le Parlement vote pour lancer un référendum d'indépendance qui se transforme immédiatement par un référendum de rattachement à la Crimée. Donc, c'est une participation massive, vote massif, y compris chez les Tatars de Crimée, dont les Occidentaux espéraient qu'ils soient comment dirais-je, anti-russes. En fait, non, la majorité des Tatars sont pro-russes, et surtout depuis la réunification, ils ont des droits qu'ils n'avaient pas sous Kiev, Sauf notamment la que protection. Sauf qu'en Ouais. 2014, ben, il y a ce référendum. Et puis, évidemment, Oui, l'Occident alors, ouais. dira qu'il y a eu des irrégularités. Par contre, de ce que je comprends, peut-être vous allez me corriger, mais de ce que je comprends, vous étiez sur place comme observateur à l'époque. Est-ce que c'est ou Alors c'est plus tard? pas le référendum en Crimée, j'étais au moment du référendum de 2022, à la fin Ah, d'accord. 2022, dans le Donbass. Mais Non, j'étais je également confonds, là. observateur dans différentes élections. Mais en Crimée, je suis allé en Crimée quasiment dès 2014, en fait. Et je peux vous dire, à moins d'être complètement aveugle, on voit très bien que la majorité des Criméens sont ravis. Et même dans les zones tatars, par exemple, moi j'ai passé des vacances en 2016 dans une zone. Alors c'est un peu le monde russe. Il y avait un vignoble et ce que les Russes appellent une usine de vin, et juste à côté une mosquée. Vous voyez, donc c'était une Hum. zone tatare, et en fait il y avait des fresques qui étaient dessinées dans les routes avec le portrait de Poutine, le drapeau russe, etc. Je suis resté un mois là-bas. La nuit, c'était le long de la plage, donc la nuit il y avait personne, jamais un tag, jamais. À tel point qu'un jour je suis allé voir. Je parlais avec un Tatar, je lui dis mais personne va faire un nez de clown à Poutine sur la tête, c'est incroyable. Et il me dit mais ici tout le monde a voté pour la réunification. Mhm. Tout le monde a voté pour la réunification. Donc en fait, et les Russes ont extrêmement réagi rapidement. Poutine a réagi rapidement. La Crimée a été donc Maïdan, hein, c'est 21 février. Mi-mars, la Crimée est rattachée à la Russie. Sans coup férir, il y a eu 2 morts. A priori, comme Maïdan, c'est-à-dire un seul sniper a abattu à la fois un cosaque pro-russe et en même temps un soldat ukrainien. Mhm. L'idée étant que tout le monde se mette à se tirer dessus, mais ça a échoué. Et d'ailleurs, les 2 hommes, je me souviens à l'époque, ont été enterrés à la maison des officiers à Sébastopol, pour bien montrer que le coup de Maïdan, le coup des snipers de Maïdan ne fonctionnerait pas. Donc la Russie s'empare sans coup férir de la totalité de la Crimée, et met la communauté internationale devant le fait accompli, y compris Mhm. pour Washington. Et j'en ai parlé un jour avec un diplomate américain à Moscou, qui m'a dit tu t'imagines pas la fureur de l'administration américaine, la perte de la Crimée, qui est le Sébastopol est le premier port militaire, etc. C'était une véritable catastrophe. Donc, ce qui fait que la révolution de Maïdan, qui s'était plutôt bien passée pour Washington, tourne à la catastrophe par la perte de la Crimée. Et en plus, quand les autres régions russes de l'Ukraine voient ce qui se passe, eh bien, c'est le soulèvement général. Soulèvement à Kharkov, à Odessa et dans le Donbass. Odessa, massacre d'Odessa le 2 mai. Donc c'est un véritable carnage, les gens brûlés vifs, etc. Kharkov, répression sauvage. Et Dniepopetrovsk également, répression sauvage et à ce moment-là, d'ailleurs, sont nommés à la tête des régions des oligarques. Donc le narratif qui était donné par les Occidentaux en disant c'est un soulèvement Maïdan contre l'oligarchie, la corruption, etc. Non, à ce moment-là, Kolomoïski
devient gouverneur de la région de Dnipropetrovsk et fait une répression sanglante. Taruta devient gouverneur de ce qui reste de la région de Donetsk. Et donc, c'est l'âge d'or de l'oligarchie. Ben, c'est encore le cas aujourd'hui. D'ailleurs, ben, c'est ce qui s'est produit à la chute du communisme, c'est-à-dire c'est les oligarques qui ont pris le contrôle. Poutine viendra faire le ménage par la suite, mais c'est pas le sujet. Donc là, finalement, il y a la guerre, il y a, plusieurs soulèvements. Je vais essayer d'aller un peu plus vite, pardonnez-moi. On va y aller avec, rapidement, puis ensuite pour Minsk, parce que je pense que c'est le point central. C'est le non-respect de l'accord, mais allez-y, je vous écoute. Oui, donc mi-avril, le chef de la CIA, William Burns, débarque clandestinement à Kiev, mais finalement, ça se sait. Il est là, et donc mi-avril, ce qui s'appelle l'opération antiterroriste, comme ça que Kiev l'appelle, démarre dans toute la région sud-est de l'Ukraine, avec répression sanglante, et tombe sur un os, c'est-à-dire c'est dans les deux républiques, donc de futures républiques, de République populaire de Donetsk et de Lugansk, qui aussi font un référendum, qui aussi votent massivement pour l'indépendance et donc à terme le rattachement à la Russie. Mais dans ce cadre-là, la Russie, elle, n'intervient pas. Elle soutient, mais elle appelle à une solution pacifique. Les premiers combats donc ont lieu. L'été se passe plutôt bien pour Kiev, qui reprend les villes de Slavyansk et Kramatorsk. Mais à partir du mois de septembre, l'armée kievienne subit d'énormes pertes et des défaites impressionnantes. La première, donc, c'est Ilovaisk. Donc c'est une ville dans le Donbass, et qui fait que les Kieviens sont acculés et doivent négocier. Et c'est la signature des accords de Minsk I. Donc, qui sont signés à ce moment-là, qui ne sont pas vraiment respectés. Finalement, les combats reprennent, et de nouvelles grosses défaites, donc une nouvelle grosse défaite à Debaltsevo en février 2015, ce qui fait que de nouveau Kiev là doit signer un accord, et cet accord a lieu donc à Minsk une nouvelle fois, l'accord de Minsk II, avec c'est un accord entre le président ukrainien Poroshenko et les deux chefs des républiques autoproclamées de Donetsk et de Lugansk. La Russie et l'OSCE sont co-signataires comme observateurs, et Paris et Berlin sont garants pour Kiev, mais ne sont pas co-signataires, mais ils sont garants officiellement pour cet accord de guerre. D'ailleurs, si vous regardez les photos, on voit les présidents. En plus, il y a Yanukovych, puisqu'il y a Loukachenko, le président biélorusse, puisque ça se passe précisément à Minsk. Donc, dans cet accord, il y a 13 points. Aucun ne concerne la Russie. Ou alors pourrait concerner la Russie si la Russie avait des troupes en Ukraine, puisque le point numéro 10 dit clairement que les troupes étrangères et les livraisons d'armes, donc les troupes étrangères doivent être évacuées, les livraisons d'armes doivent s'arrêter, étrangères. Or, l'OTAN continuera à être présent en Ukraine jusqu'en 2022 et à livrer les armes. Dont le Canada. Le Canada, etc. Donc ceux qui ne respectent pas les accords de Minsk, voilà. Donc évidemment, il a dû y avoir des mercenaires entre guillemets russes qui étaient, mais c'était de la guerre clandestine, on va dire, comme c'est ce qu'on observait pendant toute la guerre froide. Mais de présence russe dans le Donbass, il y en a officielle, il y en a jamais eu. En revanche, la présence de l'OTAN été actée, publique, la livraison d'armes qui sont illégales selon l'accord de Minsk. Et donc l'accord de Minsk, qui est important aussi, c'est qu'il a été validé par une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, résolution 2202. Donc, c'est-à-dire que tous ceux qui ont voté pour cette résolution, c'est-à-dire les États-Unis, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, la Chine, mais c'est moins important, la Russie, sont tenus de faire respecter ces accords de Minsk. Et le problème de l'intervention russe en 2022, c'est pas que les Russes soient intervenus, c'est que Washington, Paris et Berlin auraient dû intervenir aux côtés des Russes pour faire respecter, y compris par la force, ou au moins par des sanctions, les accords de Minsk à Kiev, qui ne les a pas respectés. Encore une fois, j'invite vos auditeurs à aller lire les accords de Minsk. C'est d'une clarté, d'une limpidité absolue. Donc, c'est Kiev qui ne respecte pas ces accords de Minsk. Et il y avait une date de péremption sur ces accords, c'était le 1er janvier 2016. La Russie a attendu donc 6 ans avant finalement d'intervenir pour faire respecter les accords de Minsk conformément à la résolution 2202 du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Et Voilà, la durant, réalité, c'est ça. Et durant ces 6 ans-là, ben, l'Ukraine va assoiffer les peuples de Crimée. Ils vont également les bombarder continuellement. On va faire quoi, près d'une vingtaine de mille de morts ou quelque chose comme ça. Puis à un moment Oui, donné. j'ai entendu entre 14 et 20 000, 14 000 et 20 000 morts, et des civils, hein, des Et puis civils. là, Donc, finalement, bon, ici, en Occident, on dit l'invasion de la Russie en Ukraine par la Russie de l'Ukraine. En Russie, on voit ça différemment. On appelle plutôt une opération spéciale. ouais. Et puis, donc, le déclencheur en 2020, en 2022, pardon, est-ce que c'est, ben, à un moment donné, bon, Donald Trump va dire que, vu l'administration de Biden qui est faible, qui n'a pas de courage, Blinken, qui lui aussi se fait ridiculiser couramment par la Chine, est-ce que, là, on dit souvent que, ben, Trump affirme qu'il n'y aurait pas eu cette guerre-là si lui avait encore été président des États-Unis. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la Russie serait intervenue? La situation aurait été différente? Pas forcément parce qu'ils auraient eu peur des États-Unis, peut-être juste au niveau des négociations et du rapport de force aurait été différent. Je pense aussi. Je pense que, encore une fois, Donald Trump est isolationniste, qu'il a mieux à faire que de faire la guerre, à la Russie, et surtout, il faut se souvenir que dans la montée, à la guerre, il y a eu, en mi-décembre 2021, une proposition qui a été faite de sécurité, qui a été faite par la Russie, qui a, donc une proposition qui a été envoyée à l'OTAN et à Washington, puisque là, Moscou a bien compris que les décisions, elles n'étaient pas prises en Europe, pour ce qui concerne l'Europe. Donc c'est envoyé à l'OTAN, donc c'est-à-dire, ouais, en gros aux États-Unis, et cette proposition, donc de négociation a été, mise à la broyeuse directement par Blinken, et c'est ça qui fait que, eh bien, les Russes, et donc il y a ça, et aussi il y a, parce que la situation en Ukraine est catastrophique économiquement, il y a une opération de nettoyage ethnique qui se prépare. L'idée de faire les nettoyages ethniques, en fait, elle date des premiers accords de Minsk dont j'ai parlé en septembre 2014, et c'est ce qu'on a les Kieviens ont appelé la solution croate. La solution croate, c'est quoi? C'est au moment des guerres de Yougoslavie. En 92, les Croates perdent la guerre contre les Serbes de Bosnie. Pardon, les Serbes de Krajina. C'était une enclave serbe à l'intérieur de la Croatie. Ils perdent la guerre contre eux. Et donc, il y a un accord qui est signé, et pendant 2 ans et demi, l'armée croate est rééquipée, formée par Washington, par l'Allemagne et malheureusement également par la France. Et en juillet 1995, il y a une opération de nettoyage ethnique qui nettoie ethniquement donc la République de Krajina, Serbes de Krajina. 250 000 Serbes ont été épurés ethniquement. Et ça, c'est ce qu'on appelle donc la solution croate, et c'est ce qui fait rêver ouvertement. Le premier qui sort cette expression, c'est Lutsenko, donc qui est le futur procureur général du président Poroshenko, le chef de son groupe politique au Parlement. C'est lui qui dit: OK, on veut bien d'une paix, mais une paix à la croate. C'est-à-dire, on va se rééquiper, s'armer, et on va faire la guerre, et on va épurer ethniquement le Donbass. Seulement à l'époque, si vous voulez, il y avait 250 000 Serbes. Là, on parle autour de 7-8 millions d'habitants du Donbass. Et la capitale de la Krajina, c'était Knin, il y avait 12 000 habitants. À Donetsk, il y en avait 1,5 million avant la guerre. Vous voyez, donc, en fait, ce rêve délirant, eh bien, finalement, c'est ce qui va être décidé. Et je citais tout à l'heure Brzezinski, c'est ce que recommande Brzezinski publiquement au lendemain de la réunification de la Crimée en 2014, en disant il faut attendre l'armée russe dans les villes, et pour l'épuiser, pour que ça lui coûte cher. Et c'est exactement ce qui va être fait. C'est-à-dire que pendant 8 ans, pardon, les villes du Donbass, encore contrôlées par Kiev, vont être transformées en de véritables bunkers. Les usines, et donc aujourd'hui, ce que l'on observe sur le front, c'est la Russie qui petit à petit détruit ces bunkers Ben, qui ont été lancés à ce moment-là. Et donc, en mais c'est ce 2000, qu'on voit de la Russie actuellement, en fait. C'est-à-dire que, bon, la stratégie américaine qui voulait mmh épuiser la Russie petit à petit, ben finalement, avec la guerre actuellement, qu'est-ce qu'on constate? C'est la stratégie de la Russie, c'est-à-dire qu'elle est en train d'épuiser l'Ukraine, épuiser ses ressources.
C'est probablement la raison pour laquelle vous avez écrit un premier livre, Ukraine en 2015. Ukraine, pourquoi la France s'est trompée, où est-ce que vous expliquiez s'est trompée dans son choix de géopolitique. Mais là, vous venez tout juste de sortir un nouveau livre là, en 2024, Ukraine, pourquoi la Russie a gagné. Et puis là, elle a gagné justement par cette guerre d'attrition, selon vous, justement. C'est un bras de fer, ça dure longtemps. Comment vous voyez ça, justement? Je voudrais faire un saut. Puis là, justement, vous l'affirmez, la Russie a gagné. Je pense qu'on le sait tous. Hein, c'est une question de temps. Après, les États-Unis ont été 20 ans en Afghanistan, une quinzaine d'années en Irak. Ils pourraient très bien juste essayer. Pour eux, ça leur profite aussi pour leur gaz de schiste. C'est eux qui fournissent du gaz liquéfié à l'Europe, etc. Il y a des entreprises, des grandes entreprises qui s'en vont aux États-Unis parce que les coûts sont trop élevés en Europe. Donc, c'est géopolitique, tout ça. La Russie a gagné, mais voyez-vous la fin du conflit prochainement, ou ça risque d'être un conflit qui va s'étendre encore sur plusieurs années? Alors, c'est assez dur de prédire exactement quand ça s'arrête. En fait, ça s'arrêtera quand l'OTAN, c'est-à-dire Washington, cessera de soutenir l'Ukraine. Si, Washington n'était pas intervenu, ça s'arrêtait en avril Ça serait 2022. fini. C'était terminé en avril 2022. Si, Washington, il y a 2 mois, n'avait pas annoncé les 60 milliards, ça s'arrête. Aujourd'hui, on serait en train de parler de l'après-guerre. On serait en paix aujourd'hui. Donc, l'Ukraine a perdu la guerre dès le début. Ce qu'espérait Washington. Juste avant de vous laisser aller, il faut le rappeler d'ailleurs, Zelensky qui était prêt à une entente dès avril 2022. Et puis évidemment, c'est Boris Johnson à l'époque qui a tout fait pour que ça n'ait pas lieu. Au bout de 24 heures de début de l'opération militaire spéciale, c'est-à-dire le 25 février, Zelensky demande à négocier. On n'a jamais vu ça dans l'histoire. Et la première négociation a lieu 4 jours après le début de la guerre, à Minsk. Et a priori, ça se passe. La première délégation ukrainienne, à son retour, un des types est assassiné quand même. Donc là, on peut estimer que c'est l'OTAN et les ultras qui ont pris le lead. Mais malgré tout, il y a encore des médiations. Il y a le Premier ministre israélien de l'époque, Naftali Bennett, qui a raconté d'ailleurs où en étaient les négociations. Et ensuite, les négociations se déplacent vers Istanbul, vers la Turquie. Et là aussi, on est à 2 doigts de trouver une solution en avril. Une solution auquel d'ailleurs Vladimir Poutine a encore fait référence il n'y a pas longtemps. Et tout ça, on le sait également, puisque notamment le chef du groupe, le chef des négociateurs, qui est le président du groupe parlementaire de Zelensky au Parlement de la Rada, donc Arakamia, l'a dit. Il a dit oui, on était sur le point de signer, et puis Boris Johnson est arrivé et il nous a dit le 9 avril, et il a dit on arrête tout. On a eu le droit à l'opération Boutcha pour faire croire que les Russes avaient massacré, donc mobilisation de la communauté internationale, etc. etc. Donc aujourd'hui, en fait, la guerre peut très bien s'arrêter cette année, à la fin de cette année. Si jamais tout d'un coup Washington cesse de soutenir, en fait. Il suffira que Washington cesse de soutenir, c'est ce qu'a dit Trump d'ailleurs, quand il dit il n'y aura pas d'armes si jamais Zelensky ne va pas négocier. Bon, ça veut dire qu'en gros c'est terminé. Mais je pense que quoi qu'il arrive, même avec l'aide occidentale, le problème aujourd'hui principal des Ukrainiens, c'est le recrutement. Personne en Ukraine ne veut plus faire la guerre. Oui, les gens on le veulent voit que ça d'ailleurs, s'arrête. pour ceux qui sont sur X ou encore sur Telegram, parce que, bien évidemment, les médias de masse n'en parleront pas. Les autres médias sociaux contrôlés par la CIA, si on peut dire ça comme ça, en parleront pas, mais il y a cet enrôlement forcé des hommes maintenant de tout âge en Ukraine qui est vraiment terrible. Soit dit en passant, là, pour ce qui est de l'accord de paix, ce n'est pas de la propagande pro-russe. Les médias anglais ont sorti la nouvelle par rapport au fait que Boris Johnson ait refusé justement ces ententes de paix-là. J'aimerais parler dans votre dernier bulletin Stratpol, où chaque semaine vous faites l'analyse de l'actualité géopolitique en lien avec la Russie. J'invite les gens à aller là, sur le stratpol.com ou encore à s'abonner sur votre page Rumble ou Odyssey, si vous êtes sur Telegram également. Des analyses très intéressantes. Vous avez dit que l'Ukraine, plus que l'Ukraine va se rapprocher de la défaite, plus qu'il y aura des attaques terroristes à l'encontre de la Russie. Et c'est ce qu'on voit depuis à peu près, depuis le mois de mars. Il y a eu des
des attaques de drones. Il y a eu cette attaque de cette salle de spectacle le 22 mars. Qui avait été, les Russes tout de suite ont accusé l'Ukraine. Ensuite de ça, ben là, il y aurait eu peut-être un changement de ton de la Russie qui dirait, ben peut-être effectivement, c'était Daesh. Et puis là, il y a une nouvelle attaque au Daghestan la semaine dernière. Il y a des nouveaux développements. Qu'est-ce qu'on sait dans un premier temps de l'attaque du 22 mars? Est-ce que ça a changé? Est-ce que les Russes croient toujours que l'Ukraine est derrière ou finalement c'est vraiment des groupes extrémistes islamistes? Parce qu'il y a eu une autre attaque au Daghestan. Tout ça est un peu flou. Je ne sais pas si vous pouvez en parler pour ceux qui nous écoutent. Ah oui, alors ceux qui ont commis ces actes directement, ce sont des groupes islamistes. C'est incontestable, d'ailleurs les Russes l'ont jamais nié. C'est sans doute une émanation, de l'État islamique, mais qui d'ailleurs au passage, d'ailleurs c'était des choses qu'avait produites, Julian Assange, est une création de Washington. Tout Donc à fait. et les Russes ont directement incriminé et je crois qu'il y a des mandats d'arrêt désormais vis-à-vis des renseignements militaires, kieviens. Ils ont incriminé non seulement d'ailleurs, Kiev, mais également Washington et il est évident que Kiev n'aurait pas lancé comment dirais-je, une opération de cette envergure sans être validée par la CIA ou par le renseignement militaire américain. Donc, pour les Russes, que ce soit les habitants ou l'administration russe, la justice russe, l'implication de Kiev est une certitude. Et en plus, c'est assez documenté. Notamment, pas de chance, les terroristes ont été rattrapés au moment où ils s'apprêtaient à franchir la frontière avec l'Ukraine. Donc là-dessus, il n'y a aucun doute. Il faut voir aussi qu'une chose, c'est que dans le bandérisme est un terrorisme. C'est-à-dire que c'est culturel. C'est comme l'islamisme. J'ai surnommé le régiment Azov Al-Azov, parce qu'en fait, c'est Al-Qaïda. C'est Al-Nosra qui fait du bon boulot, comme avait dit d'ailleurs notre ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius. Donc, l'utilisation de mouvements terroristes par la CIA, par le MI6 pour atteindre ses objectifs politiques est quelque chose qui existe depuis, y compris, vous en parliez au début, depuis l'invasion de l'Afghanistan par l'URSS. Donc, utiliser des radicaux islamistes, qui d'ailleurs finalement se sont retournés in fine contre Washington, eh bien, ça, c'est quelque chose qui a toujours eu lieu. Et il y a un terreau extrêmement favorable à l'intérieur de ce groupe bandériste. Stepan Bandera, donc le héros de l'Ukraine d'aujourd'hui, c'est un terroriste. Il a commencé sa carrière en assassinant des Polonais, puisque l'ouest de l'Ukraine était contrôlé par la Pologne avant la Deuxième Guerre mondiale. Et notamment quand il crie Slava Ukraini, il crie Slava Ukraini, donc c'est gloire à l'Ukraine et gloire aux héros, dans un tribunal polonais où il est jugé pour meurtre, pour avoir assassiné notamment le ministre de l'Intérieur polonais. Donc le terrorisme, je dirais, est culturel en Ukraine de l'Ouest et il est revendiqué. Et donc, d'ailleurs, vous aviez dans The Times, cette semaine, j'ai cité dans ma vidéo, il y avait un article qui portait sur le fait que, eh bien, il y a une partie des Russes donc pro-Ukraine qui se seraient rencontrés à Varsovie pour organiser une vague de terrorisme contre l'administration, contre la Russie. Donc, de toute manière, vous observez, quand Poutine l'emporte en Tchétchénie en 2004, pendant plusieurs années encore, il y a des opérations terroristes. Jusqu'en 2004, on a eu le théâtre de Nordosk, on a eu Beslan et on en a eu encore d'autres attentats, quasiment jusqu'aux Jeux olympiques, de Sotchi, jusqu'en 2014. Donc l'utilisation pour continuer la guerre des terroristes radicalisés par les services secrets américains, anglais et leur émanation en Ukraine est quelque chose d'avéré. Il n'y a aucun doute là-dessus. Quelles conséquences ça a eu pour la Russie? En fait, le but de cette opération terroriste, en fait, c'est de créer la guerre civile, notamment une guerre interreligieuse. Et comme la Russie a immédiatement réagi en disant c'est les services secrets ukrainiens derrière, ça n'a pas marché. En revanche, les conséquences que ça a eues, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des lois contre l'immigration qui ont été durcies, des naturalisations qui ont été annulées. Il y a 30 000 depuis le mois de mars, en fait. Donc, il y a eu 30 000 travailleurs clandestins qui ont été renvoyés chez eux. Donc, donc toutes les naturalisations sont vérifiées systématiquement. Donc, la réaction, c'est ça, c'est-à-dire des lois contre l'immigration. Les derniers attentats dont vous avez parlé, au Daghestan, effectivement, le Daghestan est une zone particulièrement instable, puisqu'en Tchétchénie, maintenant, les Russes ont tchétchénisé
la guerre contre les terroristes, et aujourd'hui, la Tchétchénie est un pays calme. Voilà. En revanche, le Daghestan, c'est beaucoup plus compliqué. C'est une mosaïque ethnique. Il y a une majorité religieuse. C'est aussi une des régions les plus pauvres de Russie, avec énormément de corruption et sans doute un échec côté russe de s'en être remis à une gestion clanique de la région. C'est-à-dire que les Russes, notamment, ça a été scandaleux parce que le représentant de Russie Unie, donc le parti de Vladimir Poutine, sur place, un des représentants, donc il y avait 8 enfants, et je crois qu'il y a eu 2 de ses fils qui ont fait partie des djihadistes. Donc, et notamment, et l'un aussi est allé s'entraîner dans le club du champion daguestanais de MMA, comment il s'appelle Khabib, Habib Nurmagomedov, je crois, quelque chose comme ça. voilà. Donc, et d'ailleurs, le club de Là, il y sport a a eu été justement, perquisitionné. ben là, nous, on préenregistre samedi, le 29 juin, mais hier, justement, il y a eu des perquisitions Ouais. au gym. Donc, là, on n'a pas plus de détails pour l'instant, là, c'est tout chaud. Lui affirme, déjà, lui, dans un premier temps, est pacifiste, avait publié des tweets suite à l'attentat qui voulait la paix pour son pays. Pour sa nation. Donc, je pense pas qu'il soit vraiment lié à ça. Non, Il y a Conor ouais. McGregor, évidemment, qui s'est battu avec lui, qui l'a traité de terroriste sur les médias sociaux. Donc, ça fait un peu parler. Ça fait en Angleterre le Daily Mail, etc. Mais bon, par contre, il y avait il y avait un des terroristes qui s'est déjà entraîné dans son gym, et de là les perquisitions hier. Oui, tout à fait, tout à fait. Non, mais il faut voir une chose, la population, une partie de la population daghestanaise est vulnérable à la propagande islamiste, et ça a été le cas également, il y a eu des volontaires qui sont partis en Syrie, également des volontaires tchétchènes qui sont ensuite rentrés. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle la Russie est intervenue en Syrie, c'est que la Syrie allait devenir une base arrière du terrorisme, islamiste, y compris contre la Russie, puisqu'il y avait des Tchétchènes, il y avait des Daguestanais. Par contre, ils Donc ont frappé au Daghestan. Ils n'ont pas frappé en Russie. Ils ont frappé une synagogue, une ouais. église et certains politiciens. Mais c'est un peu spécial qu'ils aient fait ça chez eux-mêmes. Au final, ça a eu très, très peu d'impact Oui, alors je contre pense que la Russie. l'idée, c'était évidemment de créer un conflit interreligieux, puisqu'ils ont attaqué, une église orthodoxe, 2 églises orthodoxes et 2 synagogues. Donc l'idée, c'était de créer un conflit interreligieux. Là aussi, ça n'a pas marché parce que les Russes sont pas stupides, y compris la population russe. Elle sait très bien faire la différence, entre les musulmans, que vous côtoyez tous les jours, sans savoir d'ailleurs qu'ils sont musulmans, parce que, si vous voulez, vous regardez la tête de Ramzan Kadyrov, c'est un rouquin aux yeux bleus, vous voyez. Donc, alors que dans d'autres pays comme par exemple la France, bah, les musulmans, on les identifie, notamment parce que beaucoup sont arabes ou noirs, vous voyez. Donc, ce qui n'est pas le cas en Russie, et notamment vous avez les Tatars. Les Tatars, ils sont en Russie depuis 5 siècles, depuis la prise de Kazan par Ivan le Terrible. Donc, vous n'avez pas de problème avec l'islam en tant que tel. En revanche, vous avez évidemment, dans des zones manipulables, parce que le développement est en retard, et le Daghestan, c'est un problème. Et c'est aussi d'ailleurs, à mon avis, une des raisons que j'avais évoquées, pourquoi ces actes terroristes, c'est que c'est le début de la saison des vacances. Mhm. Et la Russie a investi énormément pour développer le tourisme au Daghestan. Et c'est vraiment magnifique, y aller. Donc évidemment, l'idée, c'était de taper au Daghestan pour ruiner la saison touristique. A priori, ça marche pas. Pour un pays qui est déjà très pauvre. C'est ça. Donc, faire une espèce de spirale infernale de pauvreté, et pour que la saison touristique soit ratée. A priori, ça marche pas. D'après les articles qui sont sortis, les agences de voyage disent qu'ils ont eu très peu d'annulations. Pareil sur Sébastopol, hein, le même jour, vous avez une attaque terroriste ukrainienne avec une ogive avec des sous-munitions sur une plage, en Crimée, comme par hasard, tout au début de la saison touristique en Crimée. Mais là aussi, c'est pareil, les gens n'ont pas annulé leurs vacances. Mais je pense que derrière, les raisons qui ont motivé ces actes terroristes, il y avait une volonté de saboter la saison touristique, dans ces régions-là. J'aimerais maintenant, je voudrais clarifier quelque chose. Bon, vous êtes français, bien évidemment. Tantôt, vous parlez au nous souvent de la France, alors que vous habitez en Russie depuis une vingtaine d'années. Vous avez la citoyenneté russe, votre femme est russe, vos enfants sont russes également.
Et puis, lorsqu'on va sur votre Wikipédia, il y a beaucoup de gens, ben pas beaucoup de gens, mais sur dans la description, bon, Wikipédia, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est la perception quand même qu'ont les médias alignés à l'Occident. Plusieurs disent, bon, vous êtes analyste en géopolitique, vous commentez l'actualité, vous avez une émission également à RT, une émission hebdomadaire. Plusieurs affirment que finalement, ben, vous êtes un agent de propagande pour la sphère francophone du régime de Vladimir Poutine. Je voulais vraiment vous entendre par rapport à ça. Moi, quand j'écoute vos analyses, somme toute, ben, vous avez, c'est sûr, vous avez un prisme russe, vous habitez en Russie, vous vous informez en Russie. Et puis de toute façon, lorsque moi-même j'écoute RT à l'occasion, mais plus souvent Al Jazeera, j'ai une télévision Rumble, donc j'écoute j'aime avoir des points de vue, des perspectives différentes. Évidemment, notre environnement nous influence. Moi, j'ai pas l'impression que vous êtes un agent de propagande russe. Qu'est-ce que vous avez à dire justement à répondre à vos détracteurs par rapport à ça? Ah, écoutez, ce qui est clair, c'est que je suis sous contrat avec RT depuis le mois de juin 2022. Mais ce que je dis, je le dis depuis mon 1er livre, en fait, sur la situation en Russie, sur la situation en Ukraine. Je le dis, j'ai écrit, j'ai énormément publié, je me suis jamais caché. Je souhaite la victoire russe, mais je dirais que je suis plutôt un agent de propagande français, puisque je me bats pour que la France, le gouvernement français, s'occupe de l'intérêt supérieur de notre nation et de notre peuple, le peuple français. Or, la France n'a aucun intérêt en Ukraine et en mer Noire. Donc, il n'y a aucune raison de sacrifier des pans entiers de notre économie, de sacrifier du matériel de notre armée dont on manque déjà cruellement. Tout ça n'a absolument aucun sens. Donc, je dirais avant tout, ma préoccupation principale, c'est la France et les Français. Et malheureusement, les élites actuelles, eh bien, nous ont emmenés dans une guerre et malheureusement, il n'y a pas de parti d'opposition, je dirais, de taille critique contre cette politique belliciste, puisque tous les partis, tous les grands partis, les grands blocs soutiennent la guerre contre la Russie. Ouais, d'ailleurs, il va y avoir des élections législatives et puis Voilà. tous les partis actuellement ont la même chose, c'est-à-dire ils sont pro-guerre en Ukraine, continuent à financer l'Ukraine, l'OTAN. Donc, ça ne changera rien, peu importe. Bon, il y aurait peut-être quelques petits partis, dont celui de François Asselineau ou encore des patriotes de Philippot, mais ils n'ont aucune chance. Ils ont eu 1% aux européennes. Donc, ça ne changera rien. Mais vous, dans le fond, vous appelez, finalement, vous voulez que les Français soient informés, qu'ils se réveillent, parce que, bon, vous avez encore un attachement, un grand attachement à la France, j'imagine. Mais moi, je suis français, si vous voulez. Je suis très honoré d'avoir la citoyenneté russe, mais je suis français. Mais mes enfants sont doubles nationaux, donc ils ont la citoyenneté russe et française. Donc pour eux, à la limite, ce sera plus compliqué. Pour moi, c'est très clair, je suis français. Et en revanche, je pense que la victoire russe aura des conséquences bénéfiques sur la France et sur l'Europe en général. Puisque quand les systèmes autoritaires et l'Occident collectif, comme les Russes les appellent, est un système autoritaire, essuie une défaite militaire, ça peut faire trembler l'establishment politique. On l'a vu en 1905 quand les Russes perdent face aux Japonais. Eh ben il y a une tentative de révolution. On l'a vu en 1917. On l'a vu également en France en 1870, Napoléon III qui perd le pouvoir. Donc la victoire russe, non seulement leur guerre est juste, c'est une guerre pour protéger les populations russes et russophones d'Ukraine, c'est-à-dire la majorité de ces populations, et contre une guerre impériale qui est menée par Washington, par l'État qui vient interposer, qui est un État esclave et qui obéit. Donc c'est la guerre russe est tout à fait juste, et j'essaie aussi d'être un immigré loyal. Je suis en Russie, comme j'aimerais que les immigrés qui viennent en France ou au Québec, eh bien, se comportent vis-à-vis du pays qui les accueille et qui leur a tant donné. Donc Moi, mon comportement est tout à fait logique et honorable. Qu'on soit contre la Russie, c'est pas la question. Mais le fait que je soutienne le pays qui m'a accueilli, qui m'a donné ma fortune, ma femme, mes enfants, ça va de soi. c'est tout à fait normal. Si j'étais au Canada ou au Québec, je soutiendrais les intérêts supérieurs du Canada et du Québec. On ne peut pas me reprocher ça. Après, m'appeler propagandiste, pourquoi pas, après tout. Mais si vous avez vu mon dernier bulletin, vous avez vu. C'est une guerre d'information. Après, je veux C'est dire, une guerre d'information, voilà. Donc, c'est-à-dire que
Bon, Mais vous voyez, Bernays, il a changé, j'ai que changé le mot propagande pour relations publiques et puis, je c'est veux dire voilà, exactement. Mais d'ailleurs, vous avez vu mon dernier bulletin, vous avez vu mes sources, The ouais, Times, le Washington Post, le Wall Street Journal, Bloomberg, Reuters. Donc si je suis un propagandiste en reprenant les informations de ces médias américains, ou anglais, The Telegraph par exemple, ça veut dire on qu'eux aussi sont des médias pro-russes. ben, la plupart des je dirais des commentateurs ou des créateurs de contenu comme moi, nous reprenons Ouais. les médias de masse et puis on se fait pourtant taxer à cause de notre interprétation, de notre vision de complotiste, de propagandiste, etc., etc. Je peux pas passer à côté rapidement du débat Trump-Biden alors que le monde entier avait les yeux rivés sur les candidats à la présidentielle américaine. Le Kremlin a affirmé, lui, que Vladimir Poutine n'avait pas mis d'alarme pour se lever au milieu de la nuit et regarder le débat en direct. Xavier Moreau, vous qui êtes à Moscou, est-ce que vous avez mis votre cadran pour regarder le débat présidentiel? Non, écoutez, non, je l'ai pas mis, mais en revanche après j'ai quasiment tout regardé, en différé et bon, c'était assez c'était assez lunaire. Sur la question qui nous concerne particulièrement, moi mon approche elle est russe, c'est-à-dire c'est celle de Poutine. On a demandé à Poutine: «Est-ce que vous préférez Trump ou Biden?» Et Poutine a dit: «Trump sera pas forcément une bonne chose pour nous». Ça ne l'a pas été, lors de son premier mandat, notamment les Malgré les sanctions qui ont été croyances, voilà, notamment les sanctions contre Nord Stream 2, sur la construction de Nord Stream 2, ont été prises par Trump. Alors je crois qu'il n'avait pas trop le choix puisqu'elles avaient été prises par une majorité des 2 tiers par le Congrès, donc il avait en gros pas trop le choix. Mais je pense aussi qu'il voulait aider, les producteurs de gaz de schiste, américains en retardant le plus tard possible, la mise en service de Nord Stream 2. Mais ça a eu des conséquences extrêmement importantes puisque la construction de Nord Stream 2 a été terminée 1 an en retard. Or, si elle avait été terminée 1 an en avant, Nord Stream 2 aurait déjà fonctionné depuis 1 an, au début de l'opération militaire spéciale. Et comme c'était 100% de technologie russe, ça n'aurait jamais cessé de fonctionner. On n'aurait jamais pu dire, essayer de balancer cette absurdité que les Russes ont détruit le gazoduc qu'ils ont eux-mêmes construit. Donc, ce qui est clair, je pense que ce que les Russes préféraient tout de même Trump, parce que déjà Trump est lisible. C'est pas l'idéologie qui mène Trump, c'est l'intérêt supérieur de la nation, en tout cas tel qu'il l'a défini lui-même, américaine. Et Trump, il lui faudra 5 minutes pour comprendre, et je pense il a déjà compris que les États-Unis n'ont aucun intérêt à balancer des centaines de milliards de dollars dans un conflit qui est perdu d'avance. Trump est un pragmatique. Donc moi, je suis moins, mais malgré tout, encore une fois, on ne sait pas ce que ça va donner. Les Russes, et je pense même d'ailleurs si Poutine, ça se voyait très bien, le langage du corps, qu'il avait de bonnes relations avec Trump, bien plus qu'avec Biden. Je pense que Poutine, en fait, préférait avoir Trump pour cette raison-là, parce qu'il a une bonne relation avec lui et parce que c'est quelqu'un de raisonnable. C'est le seul qui n'a pas commencé de guerre, en fait, depuis longtemps aux États-Unis. Mais cela dit, l'approche prudente, et de toute manière, Poutine ne rendrait pas service à Trump en disant qu'il aimerait bien avoir Trump en face de lui. Donc, ouais, ben, c'est aussi. Biden a mentionné plus d'une douzaine de fois Poutine et la Ah Russie oui. durant le débat. Biden a même affirmé à plusieurs reprises que Poutine continuerait son invasion en Europe s'il n'était pas arrêté. Il a mentionné la Pologne, le Bélarus, les autres pays de l'OTAN. Il a aussi dit que Poutine aurait déclaré dans le passé vouloir redonner sa grandeur à la Russie, ce qui est vrai, la Grande Russie. Oui. Mais Biden fait référence directe aux communistes expansionnistes de Staline, alors que, dans le fond, Poutine fait plutôt référence à Pierre le Grand, du Oui, centre du oui, tout à 17e, fait. 18e, qui a fait rentrer la Russie dans la modernité et ses liens avec l'Europe. D'ailleurs, en 2012, votre premier livre s'intitulait La Nouvelle Grande Russie. Et c'est un peu ça l'idée. L'idée de Poutine, c'est de rendre sa grandeur à la Russie après le pillage, les oligarques, la destruction de la Russie après la chute du communisme. Il a redonné sa fierté également au peuple russe. Il a repris la destinée de la Russie aux mains des Russes. Donc, ces deux visions, bien évidemment,
Biden, c'est de la propagande, mais c'est deux visions. Vous, comment vous voyez cette grande Russie-là? Parce que, justement, oui, Poutine en parle de la grande Russie, de cette grande Russie, mais je pense pas que c'est la même vision ou la même interprétation. C'est comme lorsque les médias disent que Trump a affirmé qu'il serait un dictateur au jour 1, et puis là, ils répètent ça. Donc, ils prennent une citation, ils la déforment et ils en font ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que Vladimir Poutine veut dire lorsqu'il parle de cette grande Russie? Déjà, il faut voir que Vladimir Poutine est féru d'histoire et en effet, quand vous l'écoutez, parler d'histoire, il remonte jusqu'aux Rurikides, hein, la première dynastie, de la Rus de Kiev il y a plus de 1000 ans et donc en fait, lui a un continuum historique qui part de ces fondations-là jusqu'à nos jours et donc c'est quelque chose qui est extrêmement important et vous avez tout à fait raison de préciser que Vladimir Poutine se réfère bien davantage à l'Empire, qu'au communisme. Et d'ailleurs, Vladimir Poutine a toujours été extrêmement critique vis-à-vis notamment des bolcheviks, notamment parce qu'ils ont construit l'Ukraine. L'Ukraine, ça n'existe pas avant 1920. Ce sont les bolcheviks qui agglomèrent des régions qui d'ailleurs historiquement ont de grandes différences. Par exemple, dans le Donbass, en fait, c'est une migration de peuplement puisque ça faisait partie du Khanat de Crimée, donc au sein de l'Empire ottoman. Il y a des migrations de peuplement, non seulement de Russes, mais également de Grecs, de Serbes, de tous les peuples qui étaient persécutés par l'Empire ottoman, que la Grande Catherine a invité à venir s'installer là. Et à côté de ça, vous avez effectivement autour de Kiev, donc la cité héritière de la Rousse de Kiev, et puis vous avez cette partie à l'ouest qui appartenait à la Pologne, etc., etc. Donc tout ça, Vladimir Poutine le sait, le dit, l'a répété à plusieurs reprises. En 2021, il avait écrit une lettre aux Ukrainiens pour leur expliquer, leur rappeler d'où ils venaient. Et quand vous écoutez ces interventions du 21 février et du 24 février, c'est systématiquement des références à l'histoire russe. Donc, vous avez tout à fait raison de dire que la référence de Poutine, c'est davantage l'Empire que les bolcheviks, et notamment, c'est pareil, dans plusieurs discours, il critique la volonté expansionniste, précisément, des soviétiques, en disant que c'est pas une solution que d'envahir et de mettre des barbelés autour, pour pas que les gens s'en aillent. Et aujourd'hui, les barbelés, il n'y en a pas autour de la Russie. Donc en fait, aujourd'hui, la Russie, ce que veut Vladimir Poutine, c'est protéger les Russes. Voilà. Et les Russes et les russophones étaient en danger en Ukraine. Et l'Ukraine comment dirais-je, a une importance historique dans la longue durée russe. Voilà, c'est plutôt ce qu'on les Russes appelaient la petite Russie, la Malorussie. Donc en fait, c'est dans ce cadre-là que les Russes interviennent, et notamment pour protéger les populations ukrainiennes. J'ai commencé à voyager en novembre 2015 en Ukraine jusqu'à aujourd'hui. La dernière fois que j'y étais, c'était en mai. J'ai vu ce que faisait l'État kievien. Les bombardements des écoles, les bombardements des hôpitaux, etc. C'était pas une invention de la propagande russe. On y était d'ailleurs, c'est ceux qu'on aidait. Le premier voyage humanitaire qu'on avait fait, c'était en novembre 2015. On avait précisément aidé une école qui avait été bombardée. Et ça, on y a assisté systématiquement. Donc, c'est pour ça que la Russie est intervenue pour protéger les Russes. Est-ce que la Russie va envahir l'OTAN, un pays de l'OTAN? Évidemment que non. Évidemment que non. D'ailleurs, finalement, pour qu'elle envahisse la Pologne, il faudrait d'abord qu'elle envahisse la Biélorussie, puisque la seule frontière commune qu'elle a avec la Pologne, mais c'est plutôt Kaliningrad qui est menacée par la Pologne que l'inverse, si vous voulez. Mhm. Et quant aux pays baltes, la Russie a construit des infrastructures portuaires pour elle et pour la Biélorussie, avec des ports, notamment le port géant d'Oust-Luga, qui est à l'ouest de Saint-Pétersbourg, qui donne sur la Baltique, précisément pour ne plus avoir à passer par les pays baltes. Voilà. Donc aujourd'hui, tout le flux commercial, et d'ailleurs pour le grand malheur des pays baltes, tout le flux qui passait par les ports baltes, Riga, Tallinn, et j'en oublie. Donc tout ce commerce qui passait par les pays baltes, désormais transite directement par la Russie, y compris le commerce biélorusse depuis les sanctions de 2020 contre Loukachenko. Donc la Russie n'a aucun intérêt, pas plus que d'ailleurs elle pensait s'emparer un jour de la Crimée. Ça a été la divine surprise. La Russie savait très bien que tôt ou tard, elle perdrait la Crimée. Je pense qu'elle s'y était même résolue. Et donc, elle a construit un port militaire à Novorossiysk, où aujourd'hui se trouve la flotte russe pour ne pas être exposée en Crimée. Et tout d'un coup, vous avez cette folie de Maïdan. Et là, les Russes, Poutine a été opérationnel. Hein,
et ça a été la divine surprise pour la Russie et la bêtise des Occidentaux. C'est ce que je dis dans mon livre d'ailleurs, c'est qu'en fait, si Washington avait été patient, mais les systèmes totalitaires ont un problème de rapport au temps, c'est-à-dire qu'ils veulent le changement, comme c'était le slogan de Hollande, le changement c'est maintenant. Mhm. Et là c'est pareil, c'est-à-dire qu'au lieu d'attendre tranquillement Yanukovych, qui était présenté comme un président pro-russe, ce qu'il n'était absolument pas, je le démontre dans mes 2 livres, eh bien, au lieu d'attendre qu'il sabote la relation entre l'Ukraine et la Russie n'aurait rien eu à dire, Yanukovych était soi-disant pro-russe, eh bien, ils ont voulu le changer pour que ça aille plus vite. Et ça a été la grande erreur. Ça a entraîné la perte de la Crimée et ils ont fait pareil en Géorgie. Ils ont fait pareil en Géorgie. Shevardnadze, qui était le premier président de la Géorgie indépendante, était pro-américain. C'est lui qui a fait rentrer l'OTAN la première fois en Géorgie. Mais ça n'allait pas assez vite, donc ils ont mis ce fou de Saakashvili, qui a lancé une opération, comme plus tard en Ukraine, d'épuration ethnique de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud. Et évidemment, les Russes leur ont mis une fessée. Alors que si jamais ils avaient laissé Shevardnadze aurait fait le même travail, mais au lieu de le prendre frontalement les Russes, il l'aurait fait en souplesse. Et le résultat aujourd'hui, c'est que pour finir, les gens qui sont au pouvoir en Géorgie, ils rejettent le modèle occidental. Parce que l'intérêt de la Géorgie, bien compris, c'est d'obtenir, d'avoir de bonnes relations avec son principal client et fournisseur, qui est la Russie. Et en plus, avec qui partage les mêmes valeurs. Une des raisons, d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, Washington et l'Occident collectif font la guerre à la Russie en Ukraine, c'est aussi que la Russie incarne la puissance conservatrice par excellence. Mhm. Avec pas de gay pride, l'idéologie LGBT considérée comme une idéologie extrémiste. Hein. Ouais, j'aimerais, on va manquer, d'ailleurs on a dépassé un Ouais. petit peu, je voudrais y aller avec une dernière question. Il va falloir que je vous Ouais. reçoive à nouveau parce que je voulais parler des BRICS, je voulais parler également de votre livre La Nouvelle Grande Russie, où est-ce que vous parlez justement de ce nouvel ordre mondial multipolaire qu'on a entendu parler plus récemment, en tout cas nous au niveau du mainstream avec le Forum économique mondial, etc. Beaucoup de gens qui se posent des questions du rôle de la Russie dans tout ça, la montée en puissance des BRICS, donc je vous recevrai certainement. Mais par contre, je veux terminer avec ça. Dans un premier temps, c'est assez drôle parce que de votre point de vue, le totalitarisme est plutôt en Occident. Je pense qu'on va être plusieurs à partager votre opinion lorsqu'on a vu ce qui s'est passé avec la COVID-19 et lorsqu'on voit la propagande. On a souvent parlé du Politburo, on a souvent parlé des médias à l'ère du communisme, où tout était dirigé à partir de Moscou. On a parfois l'impression que c'est la même chose aujourd'hui, mais en Occident, où est-ce que tous les médias parlent d'une même voix. Juste terminer avec cette supériorité morale de l'Occident, cette supériorité morale qu'elle a perdue, puis je pense qu'elle est en train de perdre son influence à l'échelle de la planète, principalement à cause de ça. Ça a commencé, bon, après, on le sait, dans l'histoire, on avait l'impression d'avoir cette supériorité morale-là, mais on se rend compte, les coups d'État, les renversements de gouvernement, tous les sales coups qui étaient faits en coulisses. Et puis, on disait, regardez, nous, on respecte les ententes, nous sommes les détenteurs de la vertu. Et puis, cette supériorité morale qu'on est en train de perdre, entre autres, avec l'agenda LGBTQ et les autres lettres de l'alphabet, comment c'est vu et c'est perçu, je pense, en Russie, mais ailleurs dans le monde, on n'a plus cette supériorité morale-là. Ça a commencé avec les invasions, les guerres impérialistes au début des années 2000, Irak, Afghanistan, Libye, Syrie. Et puis là, je pense que les gens, d'un point de vue, on dit, ils viennent faire la morale pour la paix, puis ces choses-là, ces gens-là. Et puis là, on est rendu vraiment au niveau d'une forme de guerre spirituelle, une attaque frontale au niveau des valeurs fondamentales des pays africains, entre autres, et puis de la Russie, des pays d'Europe de l'Est avec les LGBT. Supériorité morale de l'Occident, est-ce qu'on a perdu cette supériorité morale-là lorsque les autres pays nous regardent? Et peut-être la raison pour laquelle les BRICS sont en hausse comme ça. Mais je trouve que c'est important à ce niveau-là. Oui, tout à fait, surtout qu'en plus, non seulement, en fait, on applique dans nos pays, enfin, en tout cas, nos dirigeants, la classe dirigeante applique ces réformes, LGBT, mais en plus, ils veulent les imposer à l'étranger, notamment sur le Ah oui, continent sinon vous africain. n'avez pas d'aide alimentaire, vous n'avez pas Exactement, d'aide c'est une espèce de économique. chantage absolument, et d'ailleurs, c'est très mal connaître l'Afrique parce que ce soit l'Afrique, le nord de l'Afrique, donc maghrébine ou l'Afrique noire, mais c'est quelque chose d'inimaginable et surtout l'Afrique noire, mais qu'ils soient musulmans ou chrétiens, l'homosexualité est considérée comme une abjection. On a vu la même chose Vraiment, avec le
le grand relief COVID, le trilliard. Je crois qu'ils ont donné une centaine de millions au Pakistan pour les transitions de genre. Ouais. Donc, c'est pas que l'Afrique. Ah oui, oui, non, mais tout le monde rejette ça. Donc une partie de l'Europe de l'Est, alors, qui a été paradoxalement protégée de cette idéologie, par le militarisme communiste. C'est-à-dire que, ben, comme c'est un communisme de guerre, en fait, vous avez besoin d'avoir des soldats, et Des ben, dans ce cas, enfants, bah, oui. vous leur apprenez les valeurs viriles et militaristes. Et donc vous voyez qu'il y a eu, et ça a protégé paradoxalement, alors que le communisme était censé être un progressisme, en fait ça a protégé, ce qui fait que, alors maintenant c'est en train quand même de tomber. Vous voyez, on parlait des pays baltes. Là, les pays baltes, le mariage homosexuel, je crois, maintenant été validé en Lituanie, en Estonie, etc., etc. Toutes ces choses-là, en fait, sont en train, La les grande faits, on va dire, catholique voilà. polonaise, ça s'en vient aussi. Exactement. Donc ça, c'était, une des raisons pour laquelle effectivement la Russie est vue comme la puissance conservatrice, comme le modèle alternatif de société. Et ça fait très peur aux Occidentaux, surtout, et je pense que c'est une des raisons des sanctions, quand, des Français, par exemple, viennent visiter Moscou. Alors là, c'est le choc parce que Moscou, C'est c'est 13 millions propre, il n'y a d'habitants. pas C'est d'incivilité. propre, moi je donne rendez-vous aux Français qui viennent, je leur donne rendez-vous à la sortie de la messe, parce que je suis catholique pratiquant, et donc en ce moment, j'en vois régulièrement défiler, et qui viennent, et qui sont, et je leur dis: «Alors je vous ai pas menti?» Ils me disent: «Non mais c'est incroyable, c'est beau, c'est propre, les gens sont gentils, il y a pas d'insécurité, Mais pourtant, au c'est». début des années 2000, on disait que Moscou était une des villes les plus Ah oui. dangereuses. Ça a changé? Ah oui, oui, ça n'a plus rien à voir. Moi, je suis arrivé le jour où Poutine est devenu président, le hasard a voulu, après les complotistes, n'est-ce pas, vont dire que tout était organisé depuis le début. Donc je suis arrivé le 26 mars 2000, et j'ai vu ce changement fondamental. Et d'ailleurs la popularité de Poutine, vous ne la comprenez pas si vous ne vous rendez pas compte du bouleversement qu'a été l'arrivée de Vladimir Poutine, de cette reconstruction du pays progressive, non seulement à Moscou, mais également dans les autres grandes villes de Russie, ce qu'on appelle les villes avec plus d'1 million d'habitants, les villes millionnaires, mais également des villes, entre guillemets «plus petites», et même les campagnes et les axes routiers et les ponts et cetera, et cetera. Donc, ce changement a totalement légitimé, Vladimir Poutine, et je pense que l'exemple russe fait peur à la classe dirigeante, aux classes dirigeantes occidentales. Parce que montrer de ce que quand on vient à Moscou, en fait, on se dit: «Tiens, la France pourrait ressembler à ça». Si on avait été bien digéré. Paris, pourrait être une ville propre qui sent autre chose que l'urine, comme c'est le cas de maintenant. C'est une ville, sécurisée, une ville, comme c'était avant. Ouais, mais Et maintenant, je je pense pense que pour c'est pour ça je pense que c'est pour ça que, les classes dirigeantes occidentales détestent la Russie. C'est la statue du commandeur. Voilà, et c'est c'est le pour ça que les miroir pays c'est le miroir. africains, c'est pour ça que les pays Oui, africains, ils ont eu une expérience un peu amère peut-être avec la Chine, quand ils se sont tournés vers la Chine. Et puis là, maintenant, ben, ils regardent la Russie. Et puis ils se disent, ah ben tiens. Et d'ailleurs, on se souviendra du discours de Donald Trump à l'ONU qui avait dit, moi je suis pour les peuples qui sont nationalistes et puis je vais ouais, toujours aider les ouais. peuples qui seront là pour leur croissance et pour leur peuple. C'est un populiste. Et puis, c'est un peu le discours de la Russie en politique internationale actuellement. Qu'est-ce que Donald Trump disait à l'ONU, je crois que c'était en 2018, non, je crois que c'était en 2018, lors de son grand discours. Il avait affirmé, ben moi, je serai toujours là pour accompagner les peuples qui veulent avoir leur destinée en main, contrairement à cet impérialisme-là Mmh. atlantiste. C'est un peu la politique de la Russie, finalement. Évidemment, en plus, il faut voir que l'impérialisme, ça nuit au pays impérial à la population du pays impérialiste. La colonisation française, par exemple, a en partie ruiné la France. Les Français y étaient opposés. Les nationalistes français, je cite dans un de mes bouquins, Paul Déroulède, disaient: «Mais non, il faut qu'on récupère l'Alsace-Lorraine. Qu'est-ce qu'on va aller, perdre notre temps en Afrique?» Et en fait, ceux qui s'enrichissent dans les opérations coloniales, ce sont les grands La grande capitalistes, les entreprise. commerçants. Voilà, donc les nations s'appauvrissent, et en revanche, les puissances d'argent, elles, s'enrichissent, et celui qui finit par payer la note, Les c'est le peuples. contribuable canadien, c'est le contribuable, américain, ou le contribuable, français. Et c'est ça qui est terrible. Oui, je suis tout à fait d'accord. Moi, j'avais cité dans une de mes vidéos, la rencontre, la conférence commune entre, Jean-Luc Mélenchon et Ousmane Sonko, le Premier ministre, sénégalais.
Et en fait, Mélenchon tenait un discours gauchiste, on va dire, où il voulait faire pareil, la leçon LGBT à Ousmane Sonko. Et Ousmane Sonko tenait un discours souverainiste, expliquant d'ailleurs Mélenchon qui a voté pour la monnaie unique européenne, qu'il fallait contrôler sa monnaie. Il faisait référence au franc CFA, qu'il fallait contrôler sa monnaie, qu'il fallait être indépendant, choisir ses alliés dans l'intérêt du pays. Il avait un discours nationaliste. Et c'est ce que j'ai dit, c'est pas Jean-Luc Mélenchon qu'il faut qu'il invite. Il faut qu'il invite un nationaliste français qui va dire mais vous avez raison. Et aujourd'hui, ce que j'entends dans les nouveaux leaders africains, Ibrahim, comment il s'appelle, Ibrahim au Burkina Faso, Traoré. J'entends un discours, mais dans lequel je me reconnais. Si j'étais burkinabé, je suivrais ce type. Si j'étais sénégalais, je suivrais Ousmane Sonko. Je crois que c'est la même chose pour tous les peuples. C'est la même chose pour tous les peuples. Les gens veulent le meilleur et l'espoir. Il n'y a que les mondialistes qui veulent plus de mondialisme. Les peuples, en général, en veulent pas. Bon, il y a une certaine gauche, puis étonnamment, comme vous le dites, Mélenchon, ben, la gauche avant était nationaliste. Quand je parle de nationaliste, je le dis peut-être plus en termes de la vision québécoise, parce que je sais que le nationalisme en Europe a une connotation plus... En fait, il y a deux nationalistes. D'ailleurs, Vladimir Poutine, qui lui aussi, l'auteur préféré que je cite souvent, qui est Ivan Ilin, c'est un des concepteurs du nationalisme russe. Mais c'est un nationalisme de contemplation, en fait. On contemple la grandeur, les 1000 ans d'histoire, c'est pas suprémacisme, c'est voilà. d'être fier. Et vous avez, de l'autre côté, vous avez évidemment ce nationalisme qui est mortifère, qui est celui de l'Ukraine. Parce qu'il n'y a rien à contempler, si vous voulez. Ce que dit Ivan Ilin, c'est que être nationaliste, c'est contempler l'œuvre de mon peuple et de mon pays devant Dieu et les hommes, en fait, dans l'histoire, dans la grande durée de l'histoire, admettre ses erreurs, ses fautes, ses qualités, etc. C'est une contemplation et qui doit générer une action. Mais d'abord, c'est une contemplation. Et le problème avec les nationalistes ukrainiens, c'est qu'il n'y a rien à contempler. Ça fait 30 ans que le pays existe, c'est un État failli. Donc voilà, il n'y a rien à contempler. Moi, français, je contemple l'histoire de 1500 ans d'histoire avec toujours avec le larme à l'œil, tellement c'est beau, tellement c'est grand. Et oui, on a eu des moments difficiles. On a eu la guerre de 100 ans, on a eu 1940, on a ce qu'on a aujourd'hui. C'est un moment terrible, sans doute qui va très mal se terminer. Mais en contemplant notre histoire, on sait qu'aussi, dans les moments les pires, eh bien, notre peuple a relevé la tête, qu'il a trouvé les chefs dont il avait besoin, et que cette rencontre entre le peuple et son chef donne des résultats miraculeux, comme d'ailleurs la rencontre entre le peuple russe et Vladimir Poutine. Ben, Xavier Moreau, merci d'avoir accepté l'invitation. J'invite les gens, si vous voulez en savoir plus, je pense que c'est super, ce fut très intéressant. Il va falloir que je vous reçoive éventuellement à nouveau parce que il y a plein d'autres sujets que j'aurais voulu discuter avec vous. Mais en attendant, vous pouvez aller sur stratpol.com. Donc, vous allez avoir les différents les endroits où vous pouvez le rejoindre, c'est-à-dire sur Rumble, sur Odyssey, sur également Telegram. Allez vous abonner à sa chaîne. Moi, je suis abonné à la chaîne sur Rumble. Moi, j'aime bien Rumble ici en Amérique parce qu'en France, c'est plus compliqué. Vous avez plusieurs livres. La Nouvelle Grande Russie que je vous invite à vous procurer pour mieux comprendre justement cette Nouvelle Grande Russie. Pourquoi la France s'est trompée, donc Ukraine, pourquoi la France s'est trompée. Ça, c'était une première d'une série par rapport à l'Ukraine. Plus récemment, Ukraine, pourquoi la Russie a gagné. Ça, c'est votre dernier livre. Et puis le livre préféré d'Olivier, je tiens d'ailleurs à remercier Olivier, collaborateur de Production France-Québec, c'est son livre, lui. Il dit le livre noir de la gauche française qui ne peut pas être plus d'actualité. Moi, j'avais lu le livre noir, le magazine, qui avait fait une enquête un peu sur justement cette gauche-là française. Ça date de quelle année, le livre noir de la gauche française? Décembre 2021. Décembre 2021. OK, donc c'est quand même assez récent. Oui, c'est un grand succès de librairie. J'en ai vendu, j'approche les 14 000 ouvrages. Donc, c'est un gros succès. Ben, félicitations. Si vous voulez vous le procurer, vous pouvez peut-être le faire en importation. Je ne crois pas qu'il est distribué. Je ne crois pas qu'il y a un éditeur ici au Canada. Donc, allez voir ça. De toute façon, j'ai mis les signets. Vous allez avoir les liens également dans ce live-là. Et puis, merci pour votre temps, votre générosité. On a dépassé. Je vous souhaite des belles vacances. Vous avez droit. Profitez-en bien.
Soyez prudents, on vous veut de retour en force et en forme, quoi, dans un petit mois ou quelque chose comme ça. Est-ce que vous allez continuer à faire des strat-polls ou vous prenez une pause Oui, complète? ça, quoi qu'il arrive, mes auditeurs ne me pardonneraient pas de manquer une semaine. Depuis que j'ai démarré ce projet en novembre 2000, c'était en novembre 2020, je tiens toutes les semaines un bulletin, quoi qu'il arrive, où que je sois en vacances dans le Donbass, sur la ligne de front, il y a le bulletin. Donc, je continuerai de Kaliningrad, puisque je pars en vacances à Kaliningrad, D'accord. voilà, au bord de la mer, je continuerai Donc, comme le Alexis bulletin. Cossette-Trudel, même en vacances, on continue. Tout à fait. Merci Xavier Moreau. Merci beaucoup, petit Albert. À une prochaine.